Je pensais qu'elle était ma meilleure amie jusqu'à ce que je découvre quelque chose d'effrayant qu'elle m'avait fait. Que se passerait-il si, dès le plus jeune âge, vous grandissiez avec quelqu'un que vous considérez comme votre meilleur ami, voire presque comme un frère ou une sœur? Les jours que vous vivez sont les meilleurs, toujours ensemble du début à la fin. Vous vous comprenez tellement bien que vous en venez à vous manquer comme si vous dépendiez l'un de l'autre. Le temps passe, et la vie choisit alors un destin pour chacun. Comme nous le savons, parfois la réalité que chacun doit vivre peut être injuste. À ce moment, la vraie amitié se révèle. La réussite sourit à l'un, mais relègue l'autre au rang de simple spectateur. C'est à ce moment que celui qui est moins favorisé doit décider s'il reste fidèle à l'amitié et célèbre vos réussites, ou s'il laisse surgir le pire des sentiments, la jalousie, qui peut atteindre les profondeurs les plus basses que nous puissions imaginer. Ne bougez pas et préparez-vous pour l'histoire qui suit. Mon nom est Margaret Soto et je me suis mariée à 23 ans le 15 août 2018. Lorsque je me suis mariée, mes amis et ma famille m'ont organisé un mariage fantastique avec beaucoup de fleurs et une nourriture abondante, presque comme dans un conte de fées. Comme je travaillais encore pour une marque de vêtements renommée, j'ai invité mes collègues de travail à partager cet événement si important de ma vie. Parmi eux se trouvait ma meilleure amie, avec qui j'avais grandi depuis l'âge de 4 ans. Seulement 15 jours après mon mariage, j'ai commencé à me sentir mal physiquement. Je ressentais une douleur très forte dans ma taille, comme si je portais un vêtement très serré. La sensation était si forte que j'avais du mal à respirer. Alors j'ai décidé de porter des vêtements amples en pensant que cela pourrait aider, mais je me trompais. La douleur devenait de plus en plus intense, au point de m'empêcher de sortir du lit. Je passais toute la journée couchée jusqu'à une nuit où je n'arrivais pas à dormir. Quoi que je fasse, je ne pouvais pas. Alors je suis restée éveillée à regarder dans l'obscurité. Soudain, à côté de mon lit, se tenait une femme habillée entièrement en noir de la tête aux pieds. Cette femme avait le visage couvert d'un voile noir. Dans ma désespération, j'ai crié à mon mari et lui ai demandé de regarder qui c'était, car je ne pouvais pas bien voir son visage. Mon mari Mathias est entré dans la pièce et a commencé à regarder partout. À ma grande surprise, il m'a calmement dit de me détendre, qu'il n'y avait absolument rien, personne dans la pièce. J'ai essayé de me reposer. Le lendemain, j'ai dû me rendre d'urgence aux toilettes, alors j'ai essayé de me lever. Mais dès que je me suis levée et que j'ai fait un pas, j'ai ressenti une immense douleur dans mon abdomen. En y mettant les mains, j'ai réalisé que quelque chose s'était détaché en moi et j'ai commencé à hémorragie. Mon mari m'a rapidement emmenée à l'hôpital local où j'ai été hospitalisée pendant 8 jours. Ils m'ont fait subir de nombreux tests et, ne trouvant aucune raison à ce qui m'arrivait, ils ont décidé de me laisser sortir. Je suis rentrée chez moi pleine de doutes et tout le monde dans la voiture me regardait avec perplexité, se demandant ce qui pouvait m'arriver. Je me posais la même question. Ce même jour, pendant le dîner, j'ai eu un autre épisode, mais cette fois-ci, il était extrêmement intense. À cause de cela, j'ai commencé à perdre du poids rapidement. Comme je ne m'améliorais pas et que je ne pouvais plus m'occuper de moi, mon mari et moi avons décidé d'emménager chez ma mère pour qu'elle puisse s'occuper de moi pendant qu'il travaillait. Pauvre homme, il n'avait pas dormi depuis longtemps. J'ai continué à me dégrader au point de perdre toute mobilité du bassin vers le bas. Je ne pesais plus que 25 kilos et passais mon temps couché avec un chapelet dans les mains. J'étais constamment endormie à cause de ma faiblesse. Chaque fois que je me réveillais, je priais ardemment Dieu, lui demandant si c'était sa volonté de me laisser vivre encore quelques années et de m'aider à retrouver ma santé. Tous mes amis venaient me rendre visite, passaient beaucoup de temps avec moi, m'encourageaient et m'apportaient des cadeaux pour me distraire de la réalité qui m'était tombée dessus. Tous sauf une, qui m'appelait seulement pour demander comment j'allais. Le plus étrange, c'est qu'elle n'avait parlé qu'à ma mère et à mon mari, mais ne m'avait pas dit un mot depuis qu'elle avait appris que j'étais malade. J'ai embauché une infirmière à temps plein, car j'avais besoin d'une injection à chaque fois que je souffrais de ces tristes épisodes. Les hémorragies ne s'arrêtaient pas. En fait, elles devenaient de plus en plus intenses. Je perdais constamment connaissance. Mon frère, qui vivait à côté de ma mère à cette époque, était très inquiet pour moi. Un jour, son beau-père, Don Pedro, est venu se renseigner sur ma santé. Voyant l'inquiétude de mon frère, il lui a dit « Regarde, fils, ta sœur a l'air très mal. Les médecins n'ont pas trouvé la raison de sa maladie. Si tu ne cherches pas d'autre type d'aide, elle ne se relèvera jamais de ce lit. Je peux l'emmener voir quelqu'un que je connais. Tu n'as rien à perdre à essayer. » Après cela,
Mon frère a décidé d'en parler à mon mari, qui était déjà désespéré car l'hôpital local ne voulait plus m'admettre. Ils ont donc décidé d'écouter Dom Pedro. À ce moment-là, ma mère a commencé à recouvrir la banquette arrière de la voiture de bâche en plastique et de serviettes. Mathias, mon mari, m'a enveloppée dans des draps, m'a portée et m'a mise dans la voiture de Dom Pedro. Dans cette voiture, il n'y avait que ma mère, mon mari, Dom Pedro et moi. La scène ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'horreur. Même moi, je ne me reconnaissais pas. En chemin, Dom Pedro parlait de l'endroit où nous nous rendions. Le propriétaire le connaissait car il avait amené de nombreuses personnes là-bas pour des consultations, Dom Pedro étant chauffeur de taxi. Lorsque nous sommes arrivés à cet endroit, l'horloge indiquait 23h30. Ils m'ont emmené dans une petite pièce où le seul meuble était un lit de camp et m'ont couché là. Tandis qu'ils commençaient à m'examiner, l'ami de Dom Pedro me regarda de près et avec beaucoup de curiosité. Il dit « Tu t'es marié en août, n'est-ce pas? Il ne reste presque plus qu'1 an avant ton anniversaire de mariage. Seulement 4 jours de plus. Tu as commencé à te sentir mal ce même mois, n'est-ce pas? On t'a jeté un sort, ma chérie. Si tu n'étais pas venue aujourd'hui, dans 4 jours tu serais… » Cet étrange homme a commencé à dire de belles prières tout en me vaporisant d'un parfum à la rose de la tête aux pieds. Il m'a dit qu'à partir de maintenant, je pourrais me lever. J'ai répondu que je ne le pouvais pas car j'avais perdu la mobilité du bas du corps. À cela, l'homme a répliqué « Tu pourras, bien sûr que tu pourras. Essaie. » Il a retiré les draps qui m'enveloppaient et a dit « Allez, lève-toi. » Avec la peu de force qu'il me restait, j'ai réussi à me lever, bien que chancelante. Il a ensuite commencé à frotter un bouquet d'herbes sur tout mon corps, de la tête aux pieds, devant et derrière. Pendant ce temps, il m'a dit « Les médecins n'ont pas pu trouver la maladie que tu avais car elle est cachée, ma chérie. Cela est arrivé à cause de quelque chose qu'on t'a donné à manger progressivement, durcissant comme une pierre à l'intérieur de ton estomac. » Il a ajouté que les hémorragies s'arrêteraient. Mon cœur innocent n'a pas pensé à lui demander qui avait fait cela. À ce moment-là, tout ce qui comptait pour moi, c'était que je sois guérie d'une manière ou d'une autre, car j'avais déjà perdu espoir. « Tu commenceras à expulser ceux qui est en toi, et dans 15 jours, je veux te revoir. Tu viendras ici par tes propres moyens, » affirma cet homme étrange. Le jour après que cet homme m'ait examiné, j'ai pu me lever. C'était un miracle pour ma famille. Je pouvais à nouveau prendre soin de moi. Comme prévu, après 15 jours, je suis revenue, marchant seule. À ma surprise, l'homme m'a dit qu'une collègue, que je considérais comme mon amie depuis l'enfance, m'avait fait ça. Nous déjeunions ensemble tous les jours au travail, et par jalousie, elle voulait mon poste. De plus, il a souligné qu'elle avait toujours été amoureuse de mon mari, et plus que tout, elle souhaitait que le magnifique mariage que j'avais eu soit le sien. L'homme qui m'a guérie ne facturait pas pour les consultations, et n'a rien mentionné sur l'argent jusqu'à ce qu'il me congédie, soit après 3 mois de traitement. La dernière fois que je suis allée le voir, il m'a dit que j'étais enceinte et totalement guérie. Lui était le nom de cet homme étrange. Il m'a dit « Laisse-moi te dire que tu as une étoile qui brille intensément. Tu es une fille bien aimée de Dieu, et ton visage rayonne beaucoup de lumière. Tu éblouis beaucoup de gens. » Il m'a également averti que je devais me protéger et faire très attention à qui je fais confiance, afin de ne pas être blessée à nouveau. Cette histoire peut sembler longue pour certains, et même ennuyeuse, mais il était nécessaire de la raconter en détail pour que vous puissiez être très prudent avec les amitiés et chercher des alternatives quand les médecins ne trouvent pas de remède à votre maladie. Le meilleur conseil que je peux vous donner est de vous assurer que lorsque vous choisissez un meilleur ami, cette personne est entièrement digne de confiance. Bien que maintenant, je crois que personne ne peut être à 100% digne de confiance pour que vous ne répétiez pas mon histoire. C'est pourquoi je vous raconte tout cela. Après avoir échappé à la mort, j'ai continué ma vie et j'ai maintenant une fille de 3 ans nommée Abigail. Quant à mon mari, il peut maintenant dormir paisiblement. Quant à mon ancienne amie, j'ai entendu dire que la vie continuait à lui donner du fil à retordre et grâce à d'autres amis, je sais qu'elle n'arrive pas à croire que je me suis rétablie. Qu'avez-vous pensé de cette histoire, mes chers amis? Incroyable pour beaucoup, n'est-ce pas? La seule chose que je sais et dont je suis sûre, c'est que les miracles existent, tout comme Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. D'un autre côté, il y a ceux qui travaillent du côté obscur, qui ne méritent même pas d'être mentionnés. Voici une autre histoire. Elle le méprisait pour son apparence.
Des années plus tard, elle le rencontre à nouveau et le regrette. Le véritable amour commence avec la maturité à 10% et avec l'amour pour les 90% restants. Et avec le temps, l'amour grandit. Les deux forment un bouclier, mais le temps, l'adversité et les problèmes commencent à frapper fort. À ce moment-là, beaucoup de choses sont testées, mais surtout, ce dont est fait le bouclier est testé, des illusions ou des vérités fermes, des promesses vides ou des résolutions pour rester quoi qu'il arrive. Car dans les beaux moments, l'amour est nourri et grandit pour que, lorsque les moments d'angoisse arrivent, l'amour renforcé affronte l'adversité et combat tout ce qui se présente. D'autres, soi-disant, amours ne sont tout simplement pas de l'amour. Gardez cette pensée à l'esprit pendant que vous écoutez et regardez la prochaine histoire. Depuis 5 ans, Malena et José María sortaient ensemble. Pour elle, José María était son premier petit ami, et elle voulait que leur relation dure jusqu'à la fin de leurs jours. José María avait une année d'avance à l'école, et Malena était sa 3e petite amie. Mais depuis leur rencontre, ils étaient ensemble depuis 5 ans. Contrairement à ce que beaucoup croyaient, leur relation était comme des montagnes russes. Un jour, ils étaient au sommet de leur amour, et le lendemain, l'amour cessait d'exister comme par magie. La jalousie de José María n'avait jamais de fin. La toxicité commençait à les empoisonner, et malgré les efforts de Malena pour maintenir leur relation à flot, il n'y avait pas de remède. Quand tout allait bien entre eux, ils faisaient des projets d'avoir des enfants et d'acheter une maison pour vivre ensemble. Cependant, comme on le sait dans les relations toxiques, les illusions se fanent en quelques jours, parfois en quelques heures, ou même en quelques secondes. Ils passaient du rire aux larmes en un clin d'œil. Apparemment, tout le monde les voyait comme un couple exemplaire qui avait été en couple pendant un certain temps, ce qui semblait suggérer qu'ils pouvaient vivre ensemble. Cependant, la réalité résidait dans leur obsession mutuelle. Au fil des années, José María ne voulait pas que Malena étudie. Elle se consacrerait à la maison et à leurs enfants. Lui, étant le chef de famille, sortirait travailler et ne permettrait jamais à Malena de rêver ou de penser à grandir professionnellement. Malena, de son côté, croyait en l'amour qu'ils avaient et, comme cela arrive souvent, espérait que José María changerait avec le temps. Elle a alors commis l'une des erreurs que beaucoup de femmes font aujourd'hui. « Si je lui donne un enfant, je suis sûre qu'il changera », pensait-elle de la manière la plus innocente. Mais ce serait le début de son propre calvaire. Après leurs hauts et leurs bas, les 9 mois sont arrivés. Le ventre de Malena brillait presque à sa pleine capacité. José María était excité. Il restait calme, car Malena ne pouvait faire que peu ou rien. Elle restait à la maison toute la journée, et José María avait arrangé qu'une amie mutuelle s'occupe d'elle. Puis, un jour presque inattendu, ils ont accueilli leur magnifique bébé, un petit garçon dont la voix mélodieuse emplissait la maison qu'ils avaient tous deux achetée. Tout semblait changer maintenant, du moins pour le moment. L'instant était émotionnel, et la scène pouvait émouvoir n'importe qui. Le petit grandissait, et quand il avait environ 1 an, Malena commença à sortir faire des courses avec lui. Elle se faisait belle et se maquillait autant que possible. Après des années, elle se souvenait du maquillage qu'elle avait rangé dans une trousse en cuir. Ses rouges à lèvres et crayons que José María lui avait souvent interdit d'utiliser. Elle se maquilla et, en essayant tant bien que mal de rentrer dans une robe qui lui allait à peine, elle remarqua ses vergetures. Sa peau était devenue douce et le corps svelte que José María avait tant chéri et pour lequel il l'avait aimé avait disparu. Avoir un enfant n'avait pas été facile, mais au moins, José María avait cessé d'être si jaloux, et ils avaient cessé de se disputer à cause des vêtements qu'elle portait. Ce jour-là, Malena voulait se sentir belle à nouveau. Elle est donc allée au supermarché, poussant son petit dans sa poussette. C'était incroyable comment les regards croisaient son corps, qui, bien que non parfait, attirait les yeux et les soupirs de beaucoup. Elle avait oublié cela. Tout aurait pu être beau maintenant qu'elle récupérait de s'occuper de son petit. Puis, elle est rentrée chez elle, et pendant qu'elle se changeait à nouveau pour faire le ménage, José María est arrivé et l'a vue. La dispute a dégénéré, et des mots ont été prononcés qui parfois font plus mal que des coups physiques, car l'esprit ne les oublie pas. Une Malena blessée et humiliée pleura dans sa chambre. Qu'avait-elle fait pour mériter une vie comme ça? Comment était-elle passée d'une belle femme à être confinée aux tâches ménagères? Et pour aggraver les choses, surveillée par un mari qui ne voulait pas voir sa beauté,
mais la forçait à porter des vêtements amples et lui donnait des ordres pour s'occuper de la maison et du bébé. La tristesse n'était pas la seule chose qu'elle devait endurer. Maintenant, elle devait s'occuper de son petit. Elle pensa à s'évader à nouveau, à mettre fin à la relation qu'elle avait endurée pendant des années. Ces jours-ci, José María commença à rentrer tard. Il avait commencé à rencontrer ses amis de travail et quand elle lui en parlait, il justifiait en disant que c'était juste une réunion de travail. La situation était maintenant presque insoutenable. Les disputes étaient constantes. « Tu ne te rends pas compte de ce que tu es devenue ?» lui disait-il. « Tu es complètement peu attirante, il ne reste plus de beauté en toi », rétorquait-il. En entendant cela, Malena pensait aux multiples fois où José María lui avait interdit de porter des vêtements qui la mettaient en valeur. « Je ne sais pas pourquoi je suis encore avec toi. Regarde-toi », finit-il par dire, et cela brisa le cœur déjà lourd de Malena en 1000 morceaux qui ne se reformeraient jamais, du moins c'est ce qu'il semblait. « Ne m'aimes-tu plus » demanda Malena. « Je ne sais même pas ce que c'est » répondit José María, irrité. « Si tu ne me veux plus, laisse-moi partir. »« Très bien, comme tu veux, » répondit José María. « Demain, fais tes bagages et pars chez ta mère, d'où je n'aurais jamais dû te prendre. » Quel cœur, aussi fort soit-il en ce monde, pourrait endurer de telles paroles ? « J'espère que tu es bien sûr de ce que tu dis, car je ne reviendrai jamais, » le prévint-elle. « Ça m'est égal, » hurla José María, et ainsi 10 années de mariage furent jetées à la mer de l'oubli. « Je paierai la pension alimentaire si cela t'inquiète, » ajouta-t-il, avant de prendre les clés de sa voiture et de partir continuer à boire avec ses amis. Là partait Malena, se sentant comme une ratée. C'est du moins ce qu'elle pensait, qu'elle avait échoué. Mais en réalité, elle avait supporté un mariage à ce prix pour paraître bien aux yeux des autres. Elle pensa à cela en attendant le taxi qui la conduirait de Guadalajara à Tonalá, la ville où vivaient sa mère et son père. Elle pleura tout le trajet, le plus blessée par le fait que José María n'avait rien fait pour empêcher elle et leur bébé de quitter sa vie. Elle arriva chez elle et retint ses larmes quelques secondes. Puisant dans ses forces, elle prit le bébé et le remit à son père. Malgré ses yeux très gonflés, comme s'il ne pouvait verser une autre larme, elle tomba à genoux et commença à pleurer inconsolablement. « Qui pourrait endurer une telle scène ? Où ai-je mal agi ? En quoi ai-je échoué ?» se demandait-elle. Les jours furent en effet douloureux, en particulier lorsque José María l'informa par téléphone que le premier chèque de pension alimentaire était sur son compte et que les papiers du divorce étaient prêts. Une Malena résignée accepta et demanda à son père de les envoyer. Il était inutile d'en savoir plus sur lui. Son cœur avait été blessé. 1 mois plus tard, par hasard, Malena découvrit que José María était dans une autre relation. Comme il l'avait vite oublié, tant d'années qui avaient vraiment pris juste un instant pour se terminer et 1 mois pour être enterrés. Il n'y avait pas de retour en arrière, mais le temps est un ami pour ceux qui savent survivre à ces épreuves et surmonter l'adversité pour continuer à courir avec lui. Malena retrouva sa silhouette et un jour, par hasard, elle se retrouva à court de vêtements à porter et enfila une de ses robes qui lui allait si bien lorsqu'elle était plus jeune. Elle se regarda dans le miroir et elle lui allait bien. Les vergetures étaient toujours là, mais qu'importe. Son fils en avait vraiment valu la peine. Elle prit une grande respiration et, prenant ses crayons, elle tomba à nouveau amoureuse d'elle-même. Ses parents la virent partir et savaient que José María appartenait désormais au passé. Elle se promenait à nouveau avec son bébé de Friant dans les rues. La peur que quelqu'un la réprime à nouveau à son retour la traversait de temps en temps, mais il n'y avait plus personne pour la gronder maintenant. Les gens la dévisageaient, et à ce moment-là, elle eut une altercation dans le rayon des jouets pour enfants à cause des nombreux jouets que Valentino, son fils, avait jetés par terre. Un employé lui cria dessus, lui disant qu'elle devrait contrôler son enfant. Ce qu'il disait n'était pas faux, mais la manière dont il le disait était dure. Par hasard, l'un des jeunes partenaires de la chaîne de supermarchés était là, supervisant la dynamique de travail. Voyant la scène, il réprimanda l'employé, se présenta ses excuses, puis demanda à Malena son numéro de téléphone et son adresse pour lui envoyer des produits en dédommagement de l'expérience désagréable. Malena avait captivé les yeux de ce jeune entrepreneur qui était tombé sous son charme. L'histoire se raconta d'elle-même. Malena reçut les cadeaux et, contre toute attente, commença à sortir avec lui. 'Un homme déterminé qui mettait en valeur sa beauté comme personne ne l'avait jamais fait.
« Où étais-tu tout ce temps » avait-il dit. « Je pensais que je mourrais célibataire », ajouta-t-il. Malena avait la gorge serrée en se rappelant ses jours de nostalgie. « Où étais-tu » voulait-elle répondre, mais elle garda le silence. Un homme si patient, si gentil, il faisait du shopping avec elle, lui disant à plusieurs reprises « J'adore comment cela te va, cette robe me rend fou. » Je suis fière lorsque tu passes devant tous ces hommes dans la rue et qu'ils te regardent avec désir. J'aime marcher derrière toi pour tenir ta taille, afin qu'ils sachent que tu es ma femme et que je suis celui qui t'aime toujours. Ainsi, 5 mois de relation ont réussi à effacer 10 ans d'angoisse et de souffrance. Les mois se sont transformés en années, et les années en saisons d'amour. Un jour, alors que Malena se promenait dans le supermarché à Guadalajara, elle fut surprise par les compliments et les flatteries de l'un des managers. En route pour une conférence avec les cadres supérieurs du supermarché, parmi lesquels son mari et l'amour de sa vie. Puis elle reconnut cette voix. C'était lui, José María. « Ne te souviens-tu pas de moi ?» répondit-elle à ses compliments. « Je suis la mère de ton enfant. » Essayant de la flatter sur sa beauté, elle rétorqua « Un diamant brut est beau, mais entre les mains du bon artisan, il surpasse toute beauté et devient inaccessible pour beaucoup d'hommes comme toi. » Alors qu'il s'apprêtait à lui demander si elle était toujours seule, quelqu'un la prit par la taille, vola un baiser pour sceller le moment, puis ordonna à José María d'entrer dans la conférence. « Ah, gare ma voiture avant de partir !» À quoi il répondit, complètement embarrassé. « Oui, monsieur, comme vous dites. » Quelle histoire impressionnante, mes chers amis. Quelle est votre opinion? Cela peut sembler incroyable, mais beaucoup de femmes aujourd'hui pourraient vivre cette expérience. Je vous laisse avec cette dernière pensée. Un diamant brut est beau, mais entre les mains du bon artisan, il surpasse toute beauté et devient inaccessible pour beaucoup d'hommes comme celui de cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo. À très bientôt sur AZ 237.